Monsieur Yassine Jalidel, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à la veille de la célébration de la nationalisation des hydrocarbures. Aujourd'hui, on focalise beaucoup sur la question des hydrocarbures par rapport à la chute du prix, hausse des prix, par rapport à notre dépendance des hydrocarbures, par rapport à nos recettes et notre déficit budgétaire qui est en train de baisser énormément actuellement. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'avenir de l'Algérie et son développement réside dans le développement des technologies? Bon, bonjour. Premièrement, je vous remercie pour cette invitation. Je suis tout à fait d'accord, et donc plus que d'accord. Donc, je suis convaincu que l'avenir de l'Algérie est dans le domaine de la technologie. Et lorsqu'on parle de technologie, la technologie, il faut en parler en termes de tout ce qui touche à la vie du quotidien du citoyen. On dépend énormément des importations et nos importations en Algérie. Et lorsqu'on voit par exemple le marché de l'électronique en Algérie, la société elle est complètement imprégnée, elle est demandeuse. Lorsqu'on voit les ventes et l'utilisation des technologies, les téléphones, smartphones, les écrans, un smart TV et autres, on voit que la société elle dépasse largement la proposition du marché. Le marché ne peut pas répondre 90% à la demande. Et on fait un recours à l'heure actuelle à l'importation. Et au-delà de ça, lorsqu'on voit qu'on va vers l'administration e-administration, et on va vers le monde où on veut mettre le tout connecté. Si on va vers ce monde-là, on sait bien qu'il y a des opportunités d'emploi, il y a des opportunités d'acquérir un savoir, et au-delà, il y a une autonomie qu'on doit acquérir. Lorsqu'on voit tous les pays qui sont en train de sécuriser la technologie à leur niveau pour ne pas être dépendants de quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas le contrôle dessus, là, il n'y a pas photo. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous sommes dans un contexte de numérisation de l'économie à l'échelle mondiale? À l'échelle mondiale, largement, lorsqu'on voit que, je prends à titre d'exemple, l'agriculture maintenant elle devient complètement automatisée avec on met des capteurs partout. Maintenant, la nouvelle révolution qui est en train de se faire, c'est la révolution de l'Internet des objets, Internet of Things. Et avec cela, si on met l'ensemble des designers à travers le monde à travailler, ils n'arriveront jamais à répondre aux besoins. Toutes les fabs de microfabrication à travers le monde sont en train de s'orienter. Lorsqu'on voit au niveau par exemple de notre centre, on est en train de mettre en place avec Air Algérie une plateforme, une solution pour la e-maintenance. Ça permettrait à Air Algérie d'éviter carrément le déplacement des experts, alors que en utilisant les systèmes de tablettes 3G connectés, on peut directement guider, orienter un technicien, même un technicien à bord de l'avion, même lorsque l'avion il est au niveau de Londres, à identifier la panne. Ça, c'est l'enjeu majeur. Mais l'enjeu majeur, est-ce qu'on peut considérer que nous accusons énormément de retard dans ce domaine-là et qu'il va falloir impérativement rattraper, parce qu'on focalise sur le pétrole, mais maintenant on risque d'être en retard par rapport à ces technologies et on risque d'être totalement dépassé. Oui, sur notre retard, c'est vrai qu'il est existant, mais lorsqu'on compare, si on prend une comparaison, la Corée du Nord. La Corée du Nord, avec la technologie qu'il est en train d'utiliser, c'est la technologie des années 70. Mais avec la technologie des années 70, ils ont réussi à envoyer en orbite, des fusées en orbite. Ils ont réussi à faire carrément fonctionner des centrales nucléaires. Et tout ça avec de l'électronique des années 70. Ils ont leur propre Windows. Ils ne sont pas obligés. Et parce que l'embargo, en fin de compte, certains pays tels que l'Iran, la Corée du Nord, ont bénéficié on va dire, de l'embargo que les pays occidentaux ont appliqué sur eux pour se développer en interne. Lorsqu'on a des facilités à avoir des importations, à avoir des contrats et à avoir des sociétés qui viennent faire les clés en main, c'est un problème majeur. Toute usine installée clé en main à travers le monde, si elle n'a pas
un programme de développement interne, elle est obsolète au bout de 6 mois. Le monde de la technologie accélère à une vitesse que personne n'avait estimée. Alors, vous êtes le directeur du Centre de technologie avancée, vous êtes très jeune, venez de rentrer en Algérie, vous avez exercé à l'étranger, vous avez fait le choix de venir en Algérie. Est-ce qu'on peut considérer que votre centre, il est en train de réaliser aussi beaucoup de travaux dans beaucoup de domaines, puisqu'on a vu que vous êtes en train de lancer un travail avec le MDN, le ministère de la Défense nationale, sur la télémédecine, vous avez la télémaintenance pour Air Algérie, vous en avez parlé un instant, ça c'est des projets aussi importants, et vous avez aussi les cellules de garde à vue pour la DGSN et la biométrie, entre autres travaux. Exactement. Donc, en fin de compte, j'ai pris les fonctions de directeur du centre en 2015, décembre 2015, et maintenant ça fait un an. Et le centre de développement technologique, donc tout le monde dans le domaine de la recherche le connaît, c'est un des fleurons de l'Algérie en termes de recherche. Et l'avantage, c'est que beaucoup de recherches se faisaient et les gens essayaient de côtoyer, parce que c'était la recherche en Algérie, le sommet de la recherche à travers le monde. Mais avec les moyens qu'on a, on essayait toujours de faire le meilleur article, la meilleure publication. Et on a oublié complètement qu'on a des besoins qui ne sont pas à ce niveau-là. Et ça fait maintenant plus de 2 ans que notre centre s'oriente vers résoudre des problématiques réelles. À titre d'exemple, pour la biométrie qu'on a proposée pour la Direction générale de la Sûreté nationale, c'est un projet qui date de 8 ans. Le seul problème, c'est que le chercheur au niveau du CDTA était en train de collaborer avec un laboratoire espagnol et que le laboratoire espagnol a créé une start-up qui est leader mondial, qui utilise son algorithme. Et il a fallu qu'on convertisse carrément l'algorithme vers une application. Et maintenant, on est opérationnel. On peut faire carrément l'identification. Et il a été classé parmi le premier à l'échelle mondiale des algorithmes. Et ça, c'est par une revue internationale. Et c'est là où on doit focaliser. On a focalisé énormément sur la recherche pure pour avoir l'aura et carrément montrer que l'Algérie est parmi les pays. On est monté sur le rang de la recherche, mais le développement, on a complètement négligé cette partie-là. Et qu'est-ce que vous faites maintenant pour retourner la situation? Alors, en fait, c'est assez simple. Donc, on a pris l'ensemble des activités qui sont en train de se faire au centre, et cela depuis des années, et on leur a demandé de trouver un partenaire socio-économique et de se plier aux exigences du partenaire afin d'avoir un produit. C'est vrai que c'est un peu difficile comme exercice parce que le chercheur n'a pas tendance en Algérie à aller vers cet objectif-là. Mais pour nous, avec Air Algérie, c'est une success story parce que pendant longtemps, on essayait de contacter et de demander qu'on soit complètement autonome, mais il en a fallu de faire un test. On le fait. Le test a été concluant, le deuxième test a été demandé, et on voit que le socio-économique arrive à nous faire confiance petit à petit. Mais ça va s'impacter sur aujourd'hui, par exemple, nos importations, parce que nous sommes des consommateurs nets de tout ce qui est technologie aujourd'hui. Alors, en fin de compte, un centre tout seul ne peut pas résoudre toutes les problématiques. Il peut contribuer. Il peut contribuer, mais il doit être un pilier majeur. C'est ce qu'on est en train de faire pour la microélectronique, créer un écosystème. Carrément, on a impliqué les universités ou la formation des ingénieurs en microélectronique. On veut qu'ils soient des designers prêts à être directement embauchés, à être mis directement dans le monde de l'industrie. Vous avez aussi un incubateur de start-up. Exactement. Et au niveau de l'incubateur, nous avons lancé un challenge où deux start-up, j'espère qu'ils vont être sociétés prochainement, sont en train d'être incubées. L'une pour la sécurité routière avec le Car Safer, où il y a carrément un système d'alarme qui envoie en cas d'accident, déclenchement des airbags, un message aux personnes qui sont proches et à la gendarmerie pour dire j'ai eu un accident. Ça éviterait carrément des accidents où les gens ils vont intervenir tardivement. Et le deuxième, donc, c'est pour la gestion du transport routier, parce que assez souvent on trouve en Algérie que des camions partent complètement vides pour aller récupérer une marchandise et revenir,
Et si on fait juste une plateforme web qui coordonne ça, on peut réduire énormément le trafic. Mais on peut considérer en termes clairs que c'est la plus grande richesse inépuisable de l'Algérie, c'est la ressource humaine. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le À l'échelle PDG d'une société américaine qui est dans le domaine du design. Et lorsqu'il est venu en Algérie, il nous a dit que nous avons mis une société au niveau des Émirats arabes unis et au niveau des pays du Golfe. Malheureusement, au niveau de l'Algérie, c'est la ressource humaine qui est importante. Le nombre d'étudiants qu'il y a, la formation qu'il y a, nous pousse à dire il faut juste ajuster cette formation pour qu'elle soit complètement opérationnelle. Alors, monsieur Yassine Djeliten, moi je voudrais revenir un peu sur les challenges qu'on s'est fixés aujourd'hui par rapport à votre centre, par rapport à sa nouvelle orientation. Mais est-ce qu'on peut considérer que le problème de la recherche en Algérie, c'est l'orientation de la recherche en termes clairs, c'est-à-dire on se fixe sur des anciens réflexes qui sont complètement dépassés aujourd'hui. Bon, premièrement, donc, je suis d'accord sur ce point. En fin de compte, la problématique, c'est pas le niveau de la recherche qu'on est en train de mener en Algérie, mais c'est d'avoir une vision. Et la vision, elle doit être globale pour un objectif final. Généralement, l'ensemble des chercheurs, on le voit au niveau du centre, se focalisent sur leur thématique en pensant que leur thématique, elle est complètement autonome et elle n'a aucune interaction avec celle des autres. C'est-à-dire ils doivent tenir compte des besoins socio-économiques. C'est au-delà. Donc, pour avoir une solution globale, lorsqu'on prend à titre d'exemple l'irrigation dans le monde maintenant industriel, l'irrigation se fait en concertation avec les gens de l'agronomie, mais avec des électroniciens, avec des gens qui font de l'automatisme, donc pour optimiser les algorithmes. Et l'ensemble de ces thématiques, en Algérie à l'heure actuelle, c'est des laboratoires. Et ces laboratoires ne collaborent pas, ne travaillent pas ensemble, ils n'ont pas un projet commun. Beaucoup de laboratoires essayent de se mettre avec des projets européens, FP7, FP8, H2020, et lorsqu'on voit ça, on voit carrément qu'ils arrivent à travailler en termes collaboratifs. Mais il nous faut une vision, qu'elle soit solide et qu'elle soit imposée. Parce que si on laisse à la personne le libre choix de choisir sur quoi il veut travailler, il est impossible que cette personne s'oriente. Nous avons reçu ces dernières années de nombreux chercheurs algériens de la diaspora à l'étranger. Tous, ils ont dit la même chose. À chaque fois qu'il y a un projet, une stratégie que le pays veut orienter, ils réunissent les industriels, ils réunissent les centres de recherche. Vous aurez les financements si vous vous mettez d'accord pour un objectif. Et l'objectif, à titre d'exemple, lorsque les États-Unis ils ont essayé de faire le programme Apollo, et c'est le directeur de la NASA qui l'a dit, nous avons essayé de régler le problème dans l'espace et on s'est retrouvé en train de régler des problèmes sur Terre. Et une des inventions qui a été faite à cause de ce programme, c'est le lait maternel. Mais est-ce qu'il faut se fixer aujourd'hui des objectifs par rapport au développement socio-économique, c'est-à-dire accompagner la dynamique du gouvernement pour développer certains secteurs qui sont aujourd'hui éminemment stratégiques, qui sont dépendants par exemple de l'extérieur par rapport aux technologies? On ne peut pas tout consommer. Exact. Il y a les questions de souveraineté nationale également, Oui. quand on parle de la biométrie notamment. Alors, au niveau de la direction générale de la recherche, nous avons eu une réunion avec l'ensemble des directeurs de centres de recherche pour discuter de cela il y a la semaine dernière. Et une des choses qui est sortie, c'est que la stratégie de chaque centre de recherche doit être discutée en interne, envoyée à la direction générale pour envoyer une feuille de route nationale. On ne peut pas continuer avec de la recherche sectaire et chaque personne, ils se sont dans une planète tout seul et pour collaborer, il doit aller vers des laboratoires à l'étranger ou avec des institutions à l'étranger. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les garder déjà? Pour garder la recherche. Et les chercheurs également. Alors, pour garder les chercheurs, je pense que, en fin de compte, c'est un écosystème. Si le chercheur répond à un besoin socio-économique, c'est des sociétés qui vont s'orienter vers lui. Et lorsque ces sociétés se développeront, ils vont développer son centre de recherche.
lorsqu'on voit des centres de recherche, comme le centre de recherche des techniques industrielles, en s'associant directement, en créant une filiale, cette filiale qui répond aux besoins de la Sonatrach, de Cosider en termes de contrôle de soudure, il est devenu un centre complètement presque autonome.